une partie de nos travaux et de nos hypothèses, il y a l'idée que ces types de discours sont des lieux de mise en interface entre les représentations individuelles et les représentations collectives. Et je reprends cet élément. Il y a des représentations individuelles. Ce sont les représentations. À la suite de Durkheim, ce qu'on appelle représentations individuelles, ce sont les représentations qui ont leur siège, leur lieu d'ancrage dans le cerveau de chacun des humains, avec une organisation particulière qui est toujours idiosyncrasique. Les humains, les personnes humaines sont radicalement singulières et différentes. D'un autre côté, on a les représentations collectives, les connaissances accumulées dans une communauté et qui se transmettent historiquement. On pourrait analyser la teneur de ces représentations collectives, ce n'est pas le lieu ici. Et ce qui se passe dans les types de discours, quand on est dans le discours interactif, dialogué, dans le discours théorique, que je fais en partie en ce moment, dans les récits, dans les narrations, c'est des mises en forme de représentation qui nous permettent de passer des représentations individuelles vers les représentations collectives et réciproquement. Il y a des modes de passage de l'un à l'autre. Il y a des transits par les types de discours. Alors, je vais peut-être passer ce schéma général qui serait très complexe et j'en viens à un deuxième point. Après avoir brossé quelques éléments d'une conception du langage, une conception du développement. Et là, dans le cadre théorique dans lequel je m'insère, je dirais que la référence majeure, c'est Spinoza, Hegel, la retraduction par Marx et Engels dans les écrits philosophiques des processus d'humanisation, et Vygotsky, qui est d'une certaine manière une tentative de valider les propositions marxiennes au niveau de l'ontogenèse du développement humain. Quels sont ces principes généraux? L'idée que l'espèce humaine est dotée d'un potentiel biologique nouveau, personne ne va contester ce genre de choses, mais l'idée qui différencie ce courant de ce que j'appelle les courants dominants, c'est pas d'immédiateté, c'est-à-dire le processus, les capacités biologiques ne donnent pas directement des capacités cognitives nouvelles. Les capacités biologiques nouvelles permettent le déploiement d'activités particulièrement complexes. Et deuxième point, la gestion de ces activités complexes a requis un mécanisme d'entente pour la collaboration des humains dans l'activité, et on peut faire référence ici à la théorie de l'agir communicationnel de Habermas, le langage comme moyen d'entente dans l'activité. Cette activité est productrice d'entités sémiotiques, c'est-à-dire de représentations du monde qui sont d'emblée partagées, sociales. Et les représentations du monde n'acquièrent leur stabilité que parce qu'elles sont partagées, que dans le mécanisme de partage. Et alors, dernier élément de ce schéma, c'est l'appropriation et l'intériorisation des entités sémiotiques qui est la cause de la transformation du psychisme hérité en une pensée consciente. Alors, le programme de travail de l'ISD par rapport, donc de l'interactionnisme socio-discursif, par rapport à d'autres courants, je vais le brosser assez rapidement, c'est un schéma descendant, c'est-à-dire d'abord s'intéresser au préconstruit collectif, ce qui préexiste dans une communauté, en distinguant des préconstruits praxéologiques, les formes d'activité humaine. Il y a des recherches qui portent chez nous sur des situations de travail, des situations d'activité et les activités verbales propres à un groupe. Avec une remarque, ces préconstruits praxéologiques ont des caractéristiques qui sont l'extrême diversité des pratiques verbales, l'extrême diversité des pratiques, des activités humaines, leur historicité,
elles changent au cours du temps, bien entendu. Leur dépendance des formations sociales, des groupes sociaux qui construisent, gèrent ces activités, et la différence culturelle comme sémantique du social. Il y a aussi des préconstruits gnoséologiques, des connaissances accumulées dans l'espèce, et je reprends ici aussi la théorie qui vient de Popper, retravaillée par Habermas, sur l'organisation des connaissances humaines en 3 sortes de choses. Le monde objectif, les connaissances sur l'état de l'univers dans sa physicalité. Le monde social, les connaissances sur la manière dont les humains interagissent, sur les règles d'interaction des humains, qui s'évaluent différemment. Et le monde subjectif, les connaissances relatives à l'intériorité des personnes. Qu'est-ce qu'il y a dans le psychisme des personnes? Et il y a cette idée il y a des connaissances qui préexistent sur ces 3 thèmes. Ce qui est intéressant, tout autant que les préconstruits praxéologiques tendent à la diversité, sont marqués historiquement, les préconstruits gnoséologiques tendent à l'universalité. Les connaissances de l'univers tendent à se généraliser. Les connaissances du monde social aussi. Celles sur l'appareil psychique, ça prendra peut-être plus de temps parce que l'état de nos connaissances sur l'appareil psychique reste extrêmement maigre. Alors, premier travail donc, et si je reviens sur ce que j'ai mis en rouge ici, c'est ce que nous travaillons, nous, plus particulièrement dans l'ISD, c'est-à-dire l'analyse des activités pratiques et l'analyse des activités verbales. Deuxième plan de travail, deuxième étape dans le travail, l'analyse des démarches de médiation formative, la raison pour laquelle nous travaillons en sciences de l'éducation, pour analyser les entreprises formatives au niveau, ça peut être informel ou formel, et comme on ne peut pas travailler sur tout, nous travaillons sur les didactiques des langues avec toute une équipe qui a été évoquée tout à l'heure, dont Joachim Dolz, qui est ici présent, sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage des langues, avec 3 objectifs qu'on va retrouver. Ce qui est en jeu dans l'enseignement des langues, c'est un certain nombre de savoirs sur les langues qui sont nécessaires. C'est aussi des capacités d'action, ce qui n'est pas la même chose, des capacités de production, et enfin, au travers de la maîtrise d'une langue, des éléments de développement identitaire. C'est une chose, je pense, bien connue ici au Pays Basque, sur l'identité au travers de la langue et de sa maîtrise. Et ces 3 éléments interviennent dans les démarches de didactique des langues et sont à prendre en compte. Troisième plan de travail, la construction et le développement des personnes. Donc, on est parti des préconstruits collectifs, ensuite les médiations formatives qui ont pour ambition de reproduire ces préconstruits, de les transmettre aux générations montantes, et puis les effets de cela dans la construction et le développement des personnes. Alors, nous n'utilisons jamais la notion de sujet pour des raisons philosophiques et épistémologiques. Le sujet omnipotent, issu de Descartes, non. La notion de personne comme structure psychique qui se construit en chaque individu singulier et, je dirais, personne radicalement singulière. Et quelque part, dans une position interactionniste sociale qui met l'accent sur les préconstruits sociaux, il est indispensable d'avoir en regard une notion de personne parce que le développement se joue entre des préconstruits collectifs et une personne radicalement singulière. Et si on oublie la notion de personne, on tombe dans ce que Vygotsky appelait le réductionnisme à l'envers, c'est-à-dire l'idée que les structures sociales nous détermineraient unilatéralement. La notion de développement même, issue de Vygotsky, l'analyse que Vygotsky en propose est assez intéressante. Il dit « Le développement humain est une part de la dynamique universelle de la matière et du vivant. » L'ancrage de Vygotsky chez Spinoza
est tout à fait clair, explicite. Mais aussi, ça revient sur la thèse de départ de la continuité et de la rupture. Cette dynamique prend une forme particulière dans l'espèce humaine. Et l'idée de Vygotsky, cette forme particulière tient au fait que les situations de formation que j'évoquais tout à l'heure provoquent des contradictions, des conflits entre ce qui viendrait du développement naturel, spontané d'une personne et ce qui lui est présenté en tant que préconstruit historique, socio et culturel. En ce sens, élément supplémentaire, l'éducation-formation, elle est une activité pour le développement, mais elle n'est pas elle-même développement. Ça, c'est un point important sur ce que sont les sciences de l'éducation. Les éducateurs ne développent pas les personnes, les éducateurs proposent des éléments pour que les personnes se développent elles-mêmes, et il n'y a qu'elles-mêmes qui se développent. Alors, dans nos recherches propres, on a travaillé sur les conditions initiales de l'acquisition du langage et ses effets sur les constructions de la pensée consciente. C'est la tentative de validation technique du rôle de l'intériorisation des signes sur la construction de la pensée consciente. J'avais moi-même retravaillé sur le corpus construit par Jean Piaget sur ses propres enfants et exposé dans la formation du symbole, et montré qu'on pouvait réinterpréter Piaget dans une perspective vygotskienne, saussurienne, sans trop de difficultés. Deuxième type de recherche, les étapes de maîtrise et de la syntaxe et de l'organisation textuelle chez les enfants dans différentes langues naturelles. La comparaison des langues est aussi fondamentale. Et enfin, ce travail que nous faisons depuis peu, l'analyse des discours en situation de travail dans le cadre de la formation des adultes. Alors, à partir de ces travaux et de ces références théoriques, c'est-à-dire à partir de l'investissement théorique et des recherches empiriques, je vais énoncer les trois thèses qui sont d'une certaine manière les thèses, je dirais, qui ne sont pas invalidées par nos recherches. Je vais les formuler de nouveau avec conviction, mais aussi avec humilité, au sens où on pourrait toujours, je dis, elles ne sont pas invalidées par nos recherches, ça ne signifie pas qu'elles sont prouvées par nos recherches. L'intériorisation